Je vais vous parler donc de notre sujet, la Renaissance, mais pas uniquement, vous allez voir, de Florence, et on va se poser des questions peut-être qui vont aussi nous intéresser, c'est de savoir donc quel type de savoir il y a à la Renaissance, quelle connaissance, comment se transmet le savoir. L'idée, c'est véritablement donc de s'interroger sur ces transmissions de connaissances, et ça nous permettra donc de passer en même temps de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la médecine, au niveau de l'anatomie, comment les êtres humains se pensent dans le monde de la Renaissance, et bien sûr, quelles sont aussi les nouveautés, les innovations au niveau donc de l'art. Alors, déjà, première chose, je vous montre, vous savez, toujours en début de cours de séance, là, une carte sur l'Europe à la Renaissance, et cette Europe à la Renaissance, donc il y a quand même, on va dire au départ, au XVe siècle, au début du XVe siècle, deux foyers très importants. C'est ce qu'on appelle donc la Renaissance flamande, donc les Flandres. Il y a également la Renaissance allemande. Tout ça, si vous voulez, alors c'est pas les frontières qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle généralement donc la Renaissance du Nord, Pays-Bas et Allemagne. Vous voyez un petit rayonnement. Il y a une petite partie de la Bourgogne aussi, puisqu'il y a un duché très important. Et l'autre foyer très très important, que peut-être vous avez le plus étudié pour l'instant, c'est la Renaissance italienne, particulièrement à Florence. Alors après, il va y avoir une diffusion de la Renaissance qui va se faire dans d'autres endroits, et notamment en France, avec un roi peut-être dont vous avez entendu parler. Voilà, François Ier, absolument, qui va attirer des artistes italiens à la cour de Fontainebleau. Donc on aura un foyer français et bien sûr aussi une Renaissance en Espagne et plus tardive en Angleterre. Alors regardez, donc sur cette carte, il y avait à l'origine trois noms d'artistes, vous voyez, ou d'humanistes. Alors essayez de me trouver les noms d'artistes. Vous voyez quoi? Oui. Oui, mais au niveau, on va dire d'abord des peintres. Est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 peintres? Oui, Charlotte. Alors on a Léonard de Vinci, bien sûr, une des grandes figures, tout à fait. L'autre, un Allemand. Vous le connaissez? Dürer, Albrecht Dürer, vous voyez, donc il lui vient de Nuremberg, vous allez voir, on va en parler. Et l'autre, donc c'est pas un artiste, celui qui est inscrit en haut, c'est Erasme, voilà, Erasme de Rotterdam, donc qui sera un humaniste plutôt qu'un artiste. Alors justement, sur cette carte, regardez bien, moi j'ai rajouté un nom. J'ai rajouté un nom donc d'une artiste dont je vais vous parler. Elle s'appelle Sophonisba Anguissa. C'est une femme peintre et elle, vous allez voir, elle va être donc appelée à la cour d'Espagne auprès de Philippe II. Et elle va passer sa vie en partie donc comme peintre de cour au XVIe siècle. Je vous montrerai des autoportraits. Donc cette carte, si vous voulez, au départ je vous la montre. Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a une circulation des savoirs, notamment, vous voyez, Dürer va faire 2 voyages en Italie. Il va être assez surpris du traitement favorable qu'on fait aux artistes en Italie, puisque lui est plus déprécié dans son pays. Donc il y a une circulation du savoir, vous allez voir, on va en reparler. Alors voilà déjà les 4 figures dont je vous ai parlé. Dürer, un autoportrait. On a Léonard, d'après, ça c'est pas lui qui a fait cette œuvre, c'est d'après un dessin. Voilà un autoportrait de Sophonisba Anguissa, et au-dessus, c'est un portrait donc de Erasme de Rotterdam, réalisé par Holbein. Alors, très vite après, si vous voulez, la délimitation géographique, je pense que vous savez ça, mais c'est peut-être bien de faire un rappel au niveau de la chronologie. Vous savez, généralement, la Renaissance, il y a 2 siècles qui donc couvrent cette période. On parle souvent du 15 et 16e siècle, mais il y a également le 14e siècle avec ce qu'on appelle les primitifs italiens. Et donc, dans vos copies, en tout cas vos compositions au mois de janvier, vous savez, au lieu de tout le temps répéter au 15e siècle, au 16e siècle, eh bien, ça serait bien d'utiliser des termes un petit peu spécialisés, vous voyez, comme le Quattrocento. Le Quattrocento, c'est le 15e siècle.
et le Cinquecento, c'est le XVIe siècle. Alors, regardez, les chronologies, hein, il y en a plusieurs, et dépendamment bien sûr des pays. La Renaissance en France, elle ne se passe pas en même temps que la Renaissance en Italie, véritablement, hein, et les dates seront encore différentes pour la Renaissance en Angleterre. Hein. Donc il faut faire attention, c'est bien justement, hein, dans le début de votre composition, d'établir très clairement donc la période que vous allez traiter. Hein. Donc généralement c'est Quattrocento, Cinquecento ou alors Trecento si vous parlez des artistes du XIVe siècle. Donc ça c'est le sujet. Qu'apprend-on à la Renaissance? Comment apprend-on? Et de quelle manière les savoirs circulent-ils? Ça va être donc l'enjeu de notre conférence aujourd'hui. Alors, en premier, je pense que vous avez tous entendu parler de cette famille. Hein, vous allez voir, je crois qu'on va les rencontrer un petit peu de partout. Hein, à Florence, vous allez voir dans les églises, dans les chapelles, dans les palais. Hein, c'est la famille Médicis. Et donc, une des grandes figures de cette famille Médicis, eh bien, c'est deux Cosmes en quelque sorte. Hein. On a un premier qui s'appelle Cosme l'Ancien. Hein, vous avez entendu parler. Qui va donc prendre le pouvoir à Florence en 1434. Il va y avoir ensuite d'autres membres de la famille, et notamment Laurent de Médicis, qui avait un surnom. Vous savez comment on l'appelait? Oui. Laurent le Magnifique. Et pourquoi on l'appelait le Magnifique? Très bonne question. Parce qu'il était un humaniste. Non. Alors, pourquoi il est... Vous savez, le terme de magnifique, à la Renaissance, ça fait référence à une notion, c'est la magnificence. La magnificence. Parce qu'en vrai, si vous voulez, si on lit les descriptions de Laurent le Magnifique, eh bien, il était très laid. Hein, il n'était pas beau du tout. Donc, pourquoi le magnifique? Parce que ça fait référence à cette notion de magnificence. Qu'est-ce que c'est la magnificence? Eh bien, justement, c'est l'idée de briller en quelque sorte par les œuvres qui vont être commandées aux artistes, briller par les constructions d'architecture, hein, par les fresques qu'il va faire, par tout l'argent qu'il va donner aussi aux artistes pour permettre de traduire des ouvrages, pour s'ouvrir à la culture. Donc, c'est une stratégie, hein, bien sûr, ça devait être certainement un homme très cultivé, mais c'est aussi une stratégie politique pour affirmer son pouvoir. Et on peut dire que ça a très bien fonctionné, parce que pendant plusieurs siècles, hein, on parlera de la famille Médicis, et aujourd'hui encore, on associe ce nom, hein, des Médicis à cette ville de Florence. Hein. Alors il y aura un petit intermède, et là vous allez voir, on va en parler aussi quand on sera à Florence. On va visiter un lieu qui s'appelle le couvent Saint-Marco, et c'est un lieu justement où va trouver donc refuge un moine. Il va même être prieur, hein, de ce couvent. Donc ce moine s'appelle Savonarole, hein, et donc il va installer, je note, un régime théocratique. Donc, véritablement, aujourd'hui, on parlerait de fanatisme, puisqu'il va aller très loin, Savonarole, en réussissant finalement à monter les Florentins contre la famille Médicis, et donc il va faire des prêches, hein, c'est-à-dire des sortes de discours religieux, hein, qui vont enflammer les populations, et il va convaincre les gens en quelque sorte que eh bien, il faut plus s'impliquer dans la religion, et il faut laisser de côté, hein, peut-être les plaisirs qu'il juge, hein, plus ou moins anodins. Hein. Donc il va y avoir des autodafés, peut-être vous avez entendu parler de ça, hein, où des artistes vont brûler leurs œuvres d'art en place publique, sur la place de la Seigneurie. Vous verrez, quand on sera au couvent Saint-Marco, on va avoir une œuvre en lien directement avec ça. Alors un autre Cosme, hein, à ne pas confondre, le premier on l'appelle Cosme l'Ancien. Il vit au XVe siècle, et voilà un autre membre de la famille Médicis, c'est Cosme Ier, qui lui donc sera, hein, d'abord duc de Toscane, ensuite grand-duc de Toscane. Vous voyez, hein, il a le pouvoir de 1537 à 1574, et même chose, ça sera, hein, si vous voulez, un mécène, hein, qui va énormément faire pour le domaine donc des arts, de l'architecture, de l'urbanisme, hein, et également pour la littérature. Les filles, moi je vous change de place. Hein. Alors on écoute et on prend des notes.
Alors, la première chose, quand on dit qu'est-ce qu'on apprend, hein, eh bien, il va y avoir, si vous voulez, une transformation quand même assez importante des connaissances à partir de la Renaissance. Alors, vous avez certainement entendu parler de ce terme, hein, d'humanisme. L'humanisme, ça va avec une pédagogie nouvelle, hein, et donc je vais vous parler en particulier d'un humaniste qui est un éducateur moderne, qui s'appelle Vittorino da Feltre. Hein, donc lui, eh bien, si vous voulez, il va créer sa propre école. Alors c'était quoi les écoles à la Renaissance? Est-ce que vous avez une idée? Quel type, de quelle manière on pouvait apprendre? Imaginez pour vous, des adolescents ou des enfants, de quelle manière on pouvait apprendre? Oui. C'est ça, absolument. Un tuteur, le nom généralement parle de précepteur. Donc bien sûr, c'était réservé à une élite. Les familles, si vous voulez, très argentées, avaient la possibilité donc d'inviter chez eux véritablement. C'est quelqu'un qui vivait entièrement avec la famille et qui s'occupait de l'éducation des enfants. Donc c'est ça, c'est un tuteur, un précepteur. Et Vittorino da Feltre, il commence comme ça aussi, mais lui, il va tenter de créer son école. Donc, bien sûr, il y a déjà des types d'écoles qui commencent à se développer à partir du Moyen-Âge. C'est quel type d'école? Les grandes écoles, c'est... Oui, absolument. On a déjà des universités, notamment britanniques. Il y a la Sorbonne également. Et il va y avoir des écoles, alors un petit peu différentes justement avec ces écoles italiennes, puisque l'idée c'est de sortir d'un savoir uniquement religieux. La grande réforme, elle va être dans ce sens-là, où véritablement il s'agit donc d'ouvrir le savoir vers ce qu'on va appeler les humanitas, les humanités. Et les humanités, eh bien, c'est plus seulement, si vous voulez, des mathématiques, de la géométrie, mais c'est principalement de la poésie, de la philosophie, de l'art, de la musique, de la rhétorique également. Donc il y a tout un ensemble, c'est le domaine en quelque sorte aussi de la culture, des lettres, bien sûr, ce qu'on appelle les belles lettres, qui vont rentrer dans cet enseignement. Et c'est aussi une nouvelle formulation, une nouvelle manière d'apprendre. Alors, pour vous parler de Vittorino da Feltre, lui, il crée donc une école qui va avoir beaucoup de succès. Au début, il est à Padoue, et puis il va être appelé par le marquis de Mantoue. Donc, il va élever en partie les enfants de la famille Gonzaga. Et donc, il va établir une éducation basée en même temps sur la morale, mais sur le développement intellectuel et également corporel. L'idée, si vous voulez, et ça on va avoir Erasme qui va reprendre ce discours, un être humain, ça doit être un bon cavalier et un bon poète. Donc, vous voyez, en même temps le savoir intellectuel, mais en même temps le développement des capacités corporelles. Il veut, il dit, Vittorino da Feltre, former des personnes vivantes. Donc même chose avec Erasme de Rotterdam, qui lui va en partie s'insurger contre le savoir religieux, puisque généralement l'enseignement, eh bien, c'était beaucoup de choses que l'on apprenait par cœur, que l'on comprenait pas toujours. Donc il va s'insurger et contre ça, et il veut, lui, un développement harmonieux entre les connaissances, la réflexion et également les exercices physiques. Donc une autre grande figure de cet humanisme. Donc vous voyez, l'humanisme, c'est aussi la refonte de la pédagogie. Regardez, je vous ai mis une citation. Comme l'on instruit des jeunes gens pour les faire servir à la guerre ou chanter dans les églises, ainsi, devrait-on bien davantage former des maîtres capables de donner une éducation libérale de haute qualité. Il a écrit plusieurs ouvrages, et Erasme est notamment un consacré à l'éducation des enfants, où il s'insurge un petit peu contre des maîtres qui violentent véritablement les enfants. Donc vous voyez, pour lui, il faut privilégier les savoirs, la réflexion. Le précepteur doit avoir la sagesse et l'habilité de recourir à la persuasion et à la douceur. Alors si on revient aux humanistes florentins, parce que ça serait quand même bien, dans votre DST du mois de janvier, de pouvoir citer quelques humanistes florentins. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler peut-être de Machiavel,
donc un humaniste politique, mais également peut-être de Marcille Fissin ou de Pic de la Mirandole. Donc Marcille Fissin, c'était un médecin, et donc Pic de la Mirandole, ça va être un lettré, humaniste, érudit, hein, assez savant. Et regardez la notion d'humanitas, donc ça fait référence à la culture. Leonardo Bruni, lui, c'est un historiographe, donc il va écrire une histoire de Florence assez intéressante. Et Alberti, alors Alberti, hein, je pense que vous le connaissez tous, puisque c'est lui qui va aussi nous intéresser particulièrement. C'est un théoricien de l'art, ça va être un des premiers auteurs à faire de la littérature artistique, mais c'est surtout aussi un architecte. Je vais vous en reparler. Alors, si on regarde en premier, Pic de la Mirandole, son prénom c'est Jean Pic de la Mirandole. Il écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle « De la dignité de l'homme ». Et pour lui, eh bien, la dignité de l'homme, vous voyez, hein, c'est justement sa propre liberté de se penser, hein, une possibilité de se choisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La dignité de l'humain, c'est la possibilité de se choisir. Hein. Eh bien, vous savez, quand on parle de l'humanisme, souvent on parle d'une émancipation, hein, une émancipation intellectuelle. Donc, une première possibilité de se penser en dehors de quoi? Comment l'être humain vivait? Oui. Oui, absolument. Hein, on était véritablement dans une pensée donc très religieuse, et on peut dire que l'être humain se pensait entièrement, notamment par rapport, hein, à des craintes. Hein, donc, eh bien, on va avoir une transformation de la vision du monde, hein, dans ce sens-là. Donc, la dignité de l'humain, c'est sa liberté présentée comme une possibilité de se choisir. C'est ce que Pic de la Mirandole considère donc comme l'élément peut-être le plus intéressant de l'être humain. Alors l'autre qui est très important également, c'est Marcille Fissin. Je vous disais, Marcille Fissin, c'est un médecin, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les 3 livres de la vie », où il va définir aussi, hein, ce qu'est un humaniste. Il va définir aussi la mélancolie dans cet ouvrage. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant, regardez, c'est ce livre qu'il appelle « Théologie platonicienne ». Et dans ce terme, eh bien, on voit exactement, en quelque sorte, les liens véritablement entre une nouvelle philosophie qui est celle de Platon, bien sûr, hein, on sait qu'on redécouvre des textes antiques, mais en même temps, hein, toujours cette présence donc, de la théologie. Et ça, vous allez voir, on va le voir au niveau du savoir médical, de l'anatomie, il y a toujours véritablement cette interférence, hein, et cette difficulté parfois, hein, qui va conduire certains auteurs, hein, dans des procès, voire même sur des bûchers. Mais c'est certain que quand on parle d'émancipation intellectuelle, là, hein, j'apporte beaucoup de nuances. Ça ne veut pas du tout dire que les gens à la Renaissance se sont dégagés, hein, d'un monde chrétien. Hein. Le christianisme sera très présent, donc, et il va mener, hein, vous allez voir au niveau des rituels, hein, au niveau des fêtes liturgiques dans les villes, tout est organisé autour de la religion. Alors peut-être ce qu'il faut retenir de Fissin, regardez dans ces 3 livres de la vie, ce qu'il nous dit, eh bien, l'être humain aussi se définit par une triade, hein, il a un but en quelque sorte dans la vie, c'est celui de la connaissance, de la douceur et de l'unité. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, vous voyez, hein, il faut donc acquérir un savoir pour se transformer soi-même, donc c'est ce qu'il dit en étudiant l'humanité des livres, en même temps par la fraternité, par l'altérité, c'est-à-dire en aimant l'humanité de ses proches, hein, donc en ayant véritablement, si vous voulez, un attrait pour l'être humain. Et le troisième point, eh bien, c'est d'essayer de penser justement qu'est-ce qui fait que l'être humain est spécifique, hein, peut être souverain par rapport à d'autres êtres vivants. Donc en pensant l'humanité, vous voyez, unique de son espèce. Hein. Donc ça fait déjà tout un vaste programme, hein. Je pense qu'on pourrait s'attarder très longuement sur cette réflexion. Alors, ce savoir des humanismes, ce qui est très intéressant justement au niveau de la Renaissance, c'est qu'il va se diffuser, et il va se diffuser donc notamment auprès des mécènes. Hein. On peut voir, ici je vous ai mis un portrait de Giovanni Rucellai. Alors pour certains d'entre vous, je pense que vous connaissez ce nom. Hein, c'est un riche marchand
qui va donner une partie justement de son argent pour faire construire des bâtiments encore aujourd'hui exemplaires par leur architecture. Donc est-ce qu'il y en a qui reconnaissent à l'arrière des édifices? Oui. Voilà, absolument, l'église Santa Maria Novella, tout à fait. Et il y a aussi un palais que certains ont étudié. Voilà, le palais Rucellai qu'on trouve sur le côté. Donc les mécènes aussi vont s'entourer d'humanistes, vous allez voir, ils vont s'entourer également d'artistes. Ils vont créer parfois des académies, notamment autour de la famille Médicis, et se réunir pour recréer un modèle qui existait déjà dans l'Antiquité, c'était l'Académie de Platon. Donc peu à peu, alors au début c'est des cercles intellectuels pour des conversations, et en même temps les peintres eh bien, vont, par justement ces conversations, comprendre, apprendre de nouveaux sujets, et il va y avoir tout un nouvel engouement pour un type de peinture qui n'existait pas vraiment avant, ou en petit nombre. C'était quel type de peinture? Dites-moi. Ah mais ça, on ne parle pas technique au niveau des sujets. Qu'est-ce qui se passe, vous savez, au niveau de la Renaissance? Donc on avait pendant très très longtemps une peinture religieuse, oui. Voilà, c'est ça, absolument. On va avoir, et je pense que vous avez vu aussi dans les exemples, on a aussi toute une peinture mythologique qui va se développer. Alors, quand je vous dis que les mécènes aussi, eux, se découvrent un attrait pour cette culture, je vous ai mis un extrait d'un ouvrage, c'est un carnet que justement Monsieur Rucellai dédie à ses enfants. Il écrit un ouvrage qui s'appelle le Zibaldone Quaresimal. Et regardez dans ce livre, alors je vais vous traduire exactement ce qu'il dit. Il dit: ce livre fut écrit par moi, donc voyez son nom, Giovanni di Paolo di Messire Pagolo Rucellai, marchand et citadin florentin, en cette année 1457, dans le château di San Gimignano, où je me trouve avec ma famille. Nous fuyions la pestilenza. Alors la pestilenza, c'est la peste, qui en ce temps est dans notre ville de Florence. Et donc ensuite, il souligne qu'il dédie cet ouvrage donc à ses fils, Pandolfo et Bernardo, pour justement leur donner en quelque sorte des conseils de vie. Donc vous voyez, il réfléchit sur la bonne manière aussi de se comporter. Donc vous voyez, c'est un marchand, mais c'est aussi cette figure de l'humaniste, et on va avoir tout un ensemble, toute une littérature qui va se développer comme ça à la Renaissance. Il va y avoir également des traités de civilité sur la bonne manière de se tenir, justement, notamment à la cour des princes. Alors, le mécène, on a vu, c'est un lettré, on a vu l'exemple de Giovanni Rucellai. Là, je vous montre un autre exemple. Alors, c'est pas à Florence, c'est à Mantoue. Donc, Isabella d'Este, la famille d'Este, c'était une grande famille, et elle épouse donc un Gonzague, cette grande famille de Mantoue. Et cette femme, donc, va développer aussi tout un cercle d'humanistes, d'érudits, de peintres, de musiciens. C'est une femme qui va cultiver également la musique, la poésie. Elle s'appelle Isabella d'Este. Et là, je vais vous montrer... alors justement, si vous voulez regarder le titre que je donne, il y a un endroit à la Renaissance qu'on considère comme un espace de savoir, c'est le studiolo. Peut-être vous avez entendu, peut-être vous allez même visiter à Florence un studiolo, puisqu'il y en a un célèbre dans le Palazzo Vecchio, je vous en parlerai un petit peu, mais c'est un lieu de savoir où justement un prince ou une femme lettrée comme Isabella d'Este créer une sorte de cabinet qui va être un cabinet privé pour justement s'isoler et étudier. Alors, les studioli, il n'en reste plus beaucoup du tout en Italie. Il y en a 2 ou 3 qui sont encore intacts.
puisque généralement il y avait des peintures, vous allez voir, il y avait des marqueteries, il y avait différentes choses dans un studiolo, hein, et beaucoup ont été démantelées, c'est-à-dire que les œuvres d'art se retrouvent un petit peu partout dans différents musées du monde. Et là, il y a une reconstitution virtuelle que je voudrais vous montrer de ce studiolo. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir dans le petit extrait, mais alors le studiolo, comme je vous dis, c'est une pièce véritablement en même temps codée, hein, et il y a quelque chose qui a intéressé beaucoup les historiens de l'art, et ça reste encore une énigme. On appelle ça la devise du silence, hein, et donc peut-être ça intéressera les musiciens. Et on a donc voilà, des pauses véritablement, hein, qui sont établies un petit peu à la manière que John Cage fera au XXe siècle. Donc ça, c'est le genre de code, hein, que l'on trouve véritablement dans le studiolo. Donc vous avez vu dans la reconstitution, on a vu quand les œuvres réapparaissent, hein, mais comme je vous dis, elles sont, hein, un petit peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, il y a un tableau, hein, que j'ai utilisé comme pour l'affiche d'ailleurs de cette année, qui est un tableau de Mantegna et qui se trouvait dans ce studiolo. Donc au sol également, hein, on a tout un ensemble de petits blasons, de petits codes qui demandent encore beaucoup de travail au niveau du déchiffrement. Alors le savoir, peut-être là aussi, hein, on va enclencher différents éléments. Quand je vous dis que le savoir se transforme donc beaucoup, il se transforme beaucoup dans le domaine des arts, hein, et on a une grande figure florentine, hein, Filippo Brunelleschi. Je pense que vous l'avez certainement rencontré dans vos recherches. Donc Brunelleschi, il est très important en tant qu'architecte, mais en même temps en tant que, si vous voulez, ingénieur, hein, et surtout il va changer véritablement le statut du métier d'architecte, hein. Lui ne se veut pas comme un artisan, hein, il veut véritablement être considéré comme un concepteur, donc la notion de projet, hein, eh bien, ça va être quelque chose de très important. Il va beaucoup dessiner et pour ça il va mettre en place, hein, une invention qui ne date pas de la Renaissance, qui a été redécouverte, mais bien sûr c'est la perspective.
Alors la perspective, vous savez, hein, c'est une illusion à l'origine, hein, la perspective, puisque c'est l'idée de nous faire croire à de la distance dans une œuvre d'art, de nous faire croire plus ou moins à de la troisième dimension sur un support à deux dimensions. Hein. Donc il y a plusieurs types de perspectives, hein, et Brunelleschi, lui, donc il va s'intéresser à une perspective plutôt mathématique, donc on dit géométrique ou linéaire, hein, mais on sait par exemple qu'il y a, par exemple, Léonard de Vinci, qui lui va inventer la perspective atmosphérique, qui, elle, plutôt, est un usage qui se fait par la couleur. Hein. Donc Brunelleschi va faire une expérience assez étonnante, hein, et je crois qu'on va avoir l'occasion, hein, avec plusieurs d'entre vous, eh bien, de revivre cette expérience, puisque avec Christian Sery, il y a des élèves, hein, qui ont imprimé, qui sont en train d'imprimer une tavoletta, hein, c'est-à-dire exactement ce dispositif en 3 dimensions. Donc cette année, on va pouvoir vraiment faire l'expérience de cette tavoletta. Alors ça consiste en quoi, vous voyez, hein? Eh bien, Brunelleschi avait peint sur un panneau le baptistère de Florence. Alors vous allez voir, on va se retrouver devant ce lieu. Il avait installé un miroir, pardon, et il va regarder dans le panneau près de son œil, vous voyez, la concordance exacte, parce que c'est la démonstration qu'il veut faire. Hein. Il veut montrer que sa perspective, hein, sa manière de peindre son panneau très très réaliste, eh bien c'est l'équivalent de la réalité. Hein. C'est la démonstration qu'il veut faire. Donc il se met exactement à l'endroit où qui représente son baptistère à lui peint. Hein. Et donc il veut faire sa démonstration que son panneau de peinture en perspective, son baptistère peint, eh bien c'est l'équivalent de la réalité. La tavoletta, donc c'est l'idée de légitimer une pratique, hein, picturale, une pratique graphique qui va énormément lui servir, puisque ça va lui servir justement notamment à son métier d'ingénieur, à son activité de concepteur justement d'édifices, et il va utiliser très souvent donc la perspective. Alors, je pense que vous reconnaissez, hein, tous cet édifice qui est le dôme de Santa Maria dei Fiori, hein, qu'il va donc réussir à construire. Et je vous montre, vous voyez, j'ai découvert il y a quelques années, il y a un professeur d'université, un Florentin, hein, qui a engagé ses élèves, ses étudiants, dans un projet de reconstruire, hein, le dôme dans un parc à côté de Florence. Donc ça a duré plusieurs années. Hein. Il y a des chercheurs un petit peu du monde entier qui sont venus voir sa manière de construire, parce que, vous savez, il y avait une technique particulière du dôme, hein, avec tout un système donc de position des briques en arête de poisson. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que le dôme a tenu pour ce diamètre si important. Et donc j'ai découvert où se trouve, hein, c'est un parc partenaire de Florence, j'ai découvert où se trouve donc ce mini-dôme en quelque sorte. Peut-être que vos professeurs vous accompagneront sur le lieu. Donc au niveau architecture, hein, c'est sûr que la perspective, ça va permettre véritablement la diffusion de tous ces projets. Donc cette perspective, Brunelleschi, il n'en parle pas directement, lui. Hein. Malheureusement, on n'a pas d'écrit de Brunelleschi. Hein. On va avoir des écrits de Alberti, hein, vous savez, l'humaniste dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Léon Battista Alberti, eh bien lui, en 1435, il publie un ouvrage qui s'appelle De Pictura, hein, ça veut dire de la peinture, où il donne des conseils aux artistes sur la bonne manière de peindre. Et dans ce traité, il codifie donc la perspective. Vous voyez, il explique exactement comment il faut faire pour faire en sorte que donc on ait une représentation réaliste de l'espace. Alors, il y a un certain nombre de changements qui se font aussi, hein, tout à l'heure vous le disiez, au niveau des techniques picturales, au niveau des usages, des liants notamment. Hein. Alors là, je vous mets le titre d'un ouvrage plus ancien qui s'imprègne plus, si vous voulez, du traité d'art du Moyen-Âge. Hein. Son auteur, c'est Cennino Cennini. Donc ça, c'est un traité du Moyen-Âge tel qu'on les faisait. Donc c'est une sorte de livre de recettes. On expliquait comment on fabriquait des pinceaux. Vous avez une idée comment on fabriquait les pinceaux? Parce qu'il n'y avait pas des magasins comme on connaît aujourd'hui. Donc voilà, oui.
Des poils d'animaux, absolument. Hein, des poils d'animaux, donc on donne différentes manières de fabriquer de la colle, notamment avec des arêtes de poisson. Hein. Et donc on sait que la peinture à cette époque, à l'époque de Cennino Cennini, c'est de la tempera, hein, c'est-à-dire c'est des pigments naturels que l'on mélange avec de l'œuf. Hein. Et il va y avoir un grand changement au XVe siècle, puisque on a, souvent on parle des peintres flamands, et notamment Van Eyck, qui lui va diffuser la technique qui va fasciner les Italiens d'ailleurs, hein, de la peinture à l'huile. Hein. La peinture à l'huile qui va permettre des effets de glacis, de brillance beaucoup plus importants. Alors, Alberti, comme je vous disais, c'est un humaniste, hein, c'est en même temps un architecte. Il va écrire différents traités aussi sur la famille. Il va écrire un traité d'architecture, un livre sur la peinture, et il va être l'un des premiers à réaliser donc une vue topographique, notamment une vue topographique de la ville de Rome. Hein. Donc, il part d'un centre d'observation, un point unique. Donc, ça va être le sommet du Capitole. Et donc, il va publier les coordonnées des différents édifices par rapport à ce point central. Donc, vous voyez aussi, bien sûr, on a la perspective et on a ce développement par rapport à la cartographie qui va être très très important. Alors, regardez justement ici, Alberti, il est représenté avec sa carte, sa description de Rome dans les mains. Et peut-être vous allez rencontrer certainement d'ailleurs cette sculpture à Florence, puisque Alberti, c'est un Florentin. Alors, qu'est-ce qui va changer? Et ça, c'est peut-être un savoir assez intéressant, c'est la connaissance donc, du corps humain, puisque on va avoir un interdit qui va perdurer pendant des siècles sur le fait que l'on ne peut pas vraiment ouvrir le corps humain. Hein. C'est plus ou moins interdit. Donc, on va avoir un certain nombre de médecins quand même qui vont développer une analyse plus précise véritablement de la morphologie humaine et donc une connaissance assez intéressante, même si on va voir que ces médecins, ces anatomistes, sont un petit peu tiraillés, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, un canon, ce qu'on appelle un canon de la médecine, et c'est difficile de réfuter ce qui a été dit par celui considéré comme le grand maître. Alors ce grand maître, justement, c'est un médecin de l'Antiquité, du IIe siècle. Est-ce que vous connaissez son nom? C'est Galien, voilà. Donc c'est difficile, et on va voir des anatomistes quand même qui vont donc remettre en question. Alors les artistes, en même temps, certains bien sûr vont s'intéresser à l'anatomie. On a plusieurs artistes qui vont s'intéresser aux proportions du corps humain. L'idée, c'est aussi de définir les bonnes proportions du corps humain. Alors, on aura notamment Léonard de Vinci, qui va écrire un traité. Mais je vous montre, vous voyez l'exemple de l'artiste dont on parlait tout à l'heure, Albrecht Dürer, donc un peintre allemand qui va être un formidable graveur, Dürer. Et qu'est-ce qui est intéressant chez Dürer, c'est que il établit, regardez, on peut dire qu'il mesure chacune des parties du corps, mais il va donc, dans son traité, établir 26 types différents d'êtres humains. Vous voyez, ce n'est pas un canon de beauté où il y a juste une seule personne, il y a véritablement 26 types d'êtres humains. Alors, là où le savoir va devenir aussi intéressant, c'est par rapport à cette découverte donc, de l'intérieur du corps. Et on peut dire qu'au départ, ça va se faire à Padoue. On va avoir une première série de dissections autour de 1490. Et on a donc des médecins comme Alessandro Benedetti, qui lui sera un médecin militaire à l'origine. Et ensuite, on va avoir donc la figure très importante, peut-être que vous avez rencontrée également dans vos travaux, de Vézal. Alors les dissections, elles vont devenir publiques. Imaginez, on peut assister à partir de 1537 à une dissection publique. Puisqu'on va avoir, voilà, je vous mets, donc ça c'est la faculté de Padoue, donc pas très loin de Venise,
On a une université qui sera très importante, et notamment à partir du XVe siècle. Je vous ai mis également Leyden, où là aussi on va avoir donc ce même type d'amphithéâtre. Vous voyez, on avait donc le cadavre qui était installé au centre et les étudiants qui généralement se trouvaient autour. Alors comme je vous disais, la médecine et l'idée que l'on se faisait du corps humain, eh bien, elle venait d'Orient, principalement et en même temps des Grecs. Et le savoir en Europe, c'était le savoir de Galien. Mais Galien, si vous voulez, et c'est normal qu'il y ait des erreurs, il se basait sur la structure du singe, et pas véritablement de l'être humain. Et il y a eu cette interdiction qui a perduré pendant très longtemps dans les... alors pas seulement les pays chrétiens, mais aussi les pays coraniques. C'était un interdit puisqu'on considérait que le corps humain était un objet sacré, donc il n'y avait pas la possibilité justement de l'offrir. On va avoir un intermède avec un grand empereur germanique, Frédéric II, en 1230, qui lui va permettre durant une année à ce que justement les études de médecine soient accompagnées d'études d'anatomie. Mais vous voyez, ça va durer très peu de temps. Donc pendant longtemps, il y a la dissection. Ça se fait une fois par an, imaginez, une fois par an, donc pour tous les apprentis médecins. Ça se fait en présence des autorités religieuses. Alors ça se fait bien sûr l'hiver. Ça se fait l'hiver pour pouvoir étudier le corps et que la putréfaction finalement n'avance pas trop vite. Donc ça se fait généralement pendant 4 jours. Et on commence par les organes qui se dégradent le plus rapidement. Alors on va commencer par le bas-ventre. Et justement, si je reviens à la photo, regardez, de Vézal, André Vézal, qui est à l'origine un médecin flamand qui va s'installer donc à Padoue et qui lui va vraiment faire avancer en quelque sorte la connaissance anatomique. Pourquoi? Puisqu'il va sortir 7 volumes d'ouvrages. Le titre, c'est De Humani Corporis Fabrica. Et donc, au départ, il va être un petit peu timide. Il ne va pas oser réfuter Galien. Il va souligner les mêmes erreurs. Mais, si vous voulez, comment se passe la dissection à cette époque? Eh bien, étrangement, contrairement à aujourd'hui, le médecin, c'est le lettré. C'est celui qui a le savoir. Il y a une hiérarchie très importante dans la médecine. Donc le médecin, c'est celui qui est le plus haut, en quelque sorte. Il a la connaissance du savoir, il a fait des années d'études, mais pas véritablement de pratique. En dessous de lui, ça va être le chirurgien. Le chirurgien, eh bien, c'est lui qui, au contraire, va ouvrir le corps. Et il y a une catégorie encore en dessous, c'est celui qu'on appellera le chirurgien barbier. Donc véritablement les barbiers, eh bien, c'était ceux qui soignaient, entre guillemets, les petits bobos, les luxations, les poignets tordus, vous voyez, les toutes petites plaies. Donc, la position la plus élevée en médecine, à la Renaissance et au Moyen-Âge, c'est le médecin. Et lui, donc, au moment des dissections, le médecin, eh bien lui, il ne dissèque pas. Ça va être le chirurgien. Donc une dissection, comment ça se passe? Eh bien on a généralement un médecin qui lit son ouvrage d'après Galien et qui souligne donc qu'il va y avoir telle chose à tel endroit. Et le chirurgien, lui, touche le cœur et fait la démonstration. Donc vous voyez, c'est quand même assez étrange, mais on est quand même peu dans l'expérience, on est peu dans l'expérimentation, véritablement, du savoir. En fait, plutôt, on cherche à confirmer ce que disait donc Galien. Alors, peu à peu, Vézal, il va sortir de ça, véritablement, et c'est pour ça que son traité d'anatomie est si important, parce qu'il va quand même apporter des nouvelles choses. Alors, comme je vous disais, on commence l'étude par le bas-ventre, ensuite on étudie le corps, le poumon, le cerveau, et donc les autres organes qui vont se dégrader moins rapidement. Donc Vézal, il va faire des dissections publiques et il va réfuter clairement donc les erreurs de Galien. Alors, autre point justement au niveau du savoir médical, on a
une vision assez particulière de la santé et de la maladie en général. Donc imaginez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'anesthésie ou d'éviter la souffrance. Ça, c'était pas quelque chose qui était voilà, quelque chose qui était la considération du médecin. Le médecin, lui, ce qu'il voulait faire, c'était enlever les humeurs des corps, puisqu'on considérait qu'une maladie, c'était justement une humeur du corps qui avait pris plus d'importance que d'autres, et donc il fallait se débarrasser. Donc très souvent, la médecine se faisait à partir de saignées, ou alors de poses de ventouses, ou bien de sangsues. Donc des sangsues, c'était voilà, des sortes de limaces qu'on vous déposait sur le corps pour justement aller chercher la maladie. Alors regardez ici, on a une scène d'amputation. Alors à la Renaissance, il va y avoir aussi un médecin très important qui est donc un médecin militaire français qui s'appelle Ambroise Paré, peut-être vous connaissez ce nom. Et lui, donc, il va découvrir le moyen, ce qu'on appelle la ligature, le moyen, eh bien, de faire cesser justement l'hémorragie une fois qu'un membre est sectionné. Alors, autre point important justement dans ce savoir, vous savez, je ne cherche pas à vous dire que le savoir de la Renaissance, c'est un savoir scientifique. Il faut faire attention. La Renaissance, je peux aborder ça aujourd'hui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la religion est quand même très très présente. Et on a des pratiques un peu étranges parfois, et notamment au niveau des sciences. Donc, si vous voulez, la Renaissance, on ne peut pas parler véritablement d'une époque rationnelle ou pré-rationnelle, il faut faire attention. On a aussi bien des croyances assez étranges comme un savoir. Alors on vient de le voir quand même avec Vézal, il y a une vraie expérience, il y a un empirisme, une recherche en quelque sorte de quelque chose de plus véridique. Mais en même temps, ça, c'est marié à un savoir, on va dire, irrationnel, et notamment un savoir magique, avec quelque chose qui est très présent à la Renaissance, c'est l'alchimie. L'alchimie est ce qu'on va appeler l'hermétisme. Alors, l'alchimie et la question, vous voyez, des secrets dans l'espace urbain, eh bien, on a un personnage dans la mythologie, peut-être vous connaissez Prométhée. Prométhée, on dit souvent, il a voulu égaler les dieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Prométhée, vous savez, dans le mythe? Oui. Il a créé un arbre, il a volé le feu au dieu pour donner au peuple. Voilà, il a volé le feu au dieu, tout à fait. Et eh bien, on peut dire, si vous voulez, à la Renaissance, il y a une partie des savants qui vont se prendre pour Prométhée, parce qu'on a une croyance très forte en une chose, c'est ce qu'on appelle la philosophie occulte. Qu'est-ce que c'est la philosophie occulte à la Renaissance? Eh bien, c'est la croyance, véritablement, que la nature a des secrets et qu'on peut les percer. Donc, on peut être capable, véritablement, de fabriquer des pierres précieuses. On peut trouver le remède qui soignera toutes les maladies. Ça s'appelle la panacée, la recherche de la panacée. On peut aussi penser que on va trouver un moyen d'allonger la vie. Donc, vous voyez toutes ces recherches au niveau, par exemple, de la pierre philosophale, ou de changer les pierres, le plomb en or. Ça, c'est véritablement une croyance qui existe. C'est ce qu'on appelle la philosophie occulte. Alors nous, on a plus de mal à penser ça aujourd'hui, mais vous voyez, il y a par exemple une croyance, c'est ce qu'on appelle la génération spontanée. Vous savez, on pensait que les souris, elles naissaient à partir d'un tas de chiffons sales. On avait cette croyance, les souris, ça pouvait naître à partir d'un tas de chiffons sales. Génération spontanée. Donc, vous voyez, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile pour nous à comprendre, mais c'est très important de voir qu'il y a tout un savoir en parallèle qui est assez intéressant. Donc, on a des disciplines
totalement ésotériques, qui sont entre magie et médecine. Et pourquoi je vous parle de ça à Florence? Parce qu'il se passe quand même quelque chose de très important. Encore en 1460, il y a un ouvrage qui est ramené par un moine de Macédoine. Ça arrive souvent, si vous voulez, justement, ces transferts de savoir. Et pourquoi aussi la Renaissance, ça s'est passé à Florence? Parce qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont arrivés après, justement, la chute de l'Empire byzantin. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a cet ouvrage en 1460, ça s'appelle le Corpus Hermeticum. Et on pense qu'il s'agit d'un sage, d'un devin, qui aurait vécu à l'époque de Moïse. On l'appelle Hermès Trismégiste. Alors Trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Hermès Trismégiste. Et on va considérer que ce manuel, qui est ramené en 1460, eh bien c'est justement un livre de recettes pour découvrir les secrets de la nature. Donc, il va arriver entre les mains de la famille Médicis et je crois que c'est Cosme de Médicis qui va demander à ce qu'il soit traduit. Il va demander à Marcille Fissin de traduire cet ouvrage. Et à partir de là, eh bien, on a une tradition d'alchimie assez importante. Et notamment les mécènes, ils ne faisaient pas que commander justement des œuvres d'art ou des palais aux architectes, mais ils établissaient généralement un laboratoire, ils faisaient construire un laboratoire. Et alors, vous voyez, je vous montre l'exemple du studiolo, justement, de Cosme Ier. Et dans ce studiolo, eh bien, il y avait des portes dérobées qui conduisaient au laboratoire de chimie. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'iconographie de ce studiolo, mais il y a des choses très intéressantes, puisque je ne sais pas si vous voyez en bas, on a des panneaux circulaires qui faisaient référence aux 4 éléments. Et derrière ces panneaux, eh bien, on avait des armoires. On avait des armoires, et dans ces armoires, eh bien, se trouvaient des objets considérés, si vous voulez, comme exotiques, comme un peu extraordinaires. Et c'est ce qu'on appellera les premiers cabinets de curiosité. Parce que pour les individus de la Renaissance, c'était véritablement des curiosités. Alors, ils payaient parfois très très cher des coquillages qu'ils considéraient comme extraordinaires, ou alors des pierres aussi très particulières, des animaux qu'ils faisaient conserver. Et il y a un musée à Florence, peut-être vous allez le visiter, qui s'appelle la Specola, qui est un musée d'histoire de la médecine qui conserve en partie toute la collection, et je peux vous dire qu'elle est immense, la collection de la famille Médicis et toutes ces curiosités, véritablement, qui étaient en partie cachées dans ce studiolo. Donc vous voyez, des objets rares qui étaient considérés comme précieux, qui étaient considérés comme extraordinaires en quelque sorte, parce qu'on ne savait pas véritablement d'où ça venait, à quoi ça servait, et donc étaient conservés dans des chambres secrètes. Alors on a donc ce Corpus Hermeticum qui arrive à Florence en 1460 et on l'associe à cet Hermès 3 fois grand. Et donc je vous montre ici une représentation du laboratoire d'alchimie. Vous voyez, le laboratoire, à l'origine, le terme fait référence au lieu où l'on travaille et en même temps au lieu où on prie. Et donc, qu'est-ce qu'on doit à l'alchimie? On doit quand même des choses assez intéressantes, puisque c'est eux, les alchimistes, qui ont commencé à fabriquer des bocaux assez utiles pour faire des transferts de métaux. Donc ils vont inventer différents, on le voit ici, différents contenants qui vont servir également l'alchimie, les alambics, vous voyez tout ce système, généralement on le doit aux alchimistes. Alors il y en a eu un très célèbre, un alchimiste français, il y a même sa maison encore à Paris qui se trouve dans le Marais, vous le connaissez? Il y a eu plusieurs ouvrages qui... Voilà, Nicolas Flamel, qui était dans cette même quête de la recherche de la pierre philosophale. Alors,
un alchimiste, mais on peut dire, si vous voulez, qui a bien tourné en quelque sorte, c'est Paracelse, hein, parce que Paracelse, c'est bien justement, hein, on l'associe justement un petit peu comme celui qui va découvrir pas mal de choses et donc permettre cette diffusion de la chimie. Alors regardez ce qu'il dit. Quelle est cette poussière dont l'homme a été formé? Elle est le limon de la terre, c'est-à-dire le grand monde. De la quintessence que l'Écriture appelle le limon de la terre, ce même Dieu, après avoir créé le grand monde, a formé le petit monde. L'homme est ce petit monde qui contient toutes les qualités du grand monde. C'est pourquoi on l'appelle un microcosme. L'homme est la quintessence du firmament et des éléments du ciel et de la terre. Alors ça, c'est très très important parce que c'est justement la manière dont l'être humain, il se pense à la Renaissance. C'est ce qu'on appelle donc la théorie du microcosme et du macrocosme. Donc c'est exactement expliqué dans les paroles de Paracelse. L'être humain, eh bien, il est un monde à lui tout seul que l'on peut associer au monde en général, et donc il y aura toujours des analogies qui vont fonctionner l'un avec l'autre. Le corps humain sera en harmonie aussi avec le monde, et c'est pour ça qu'il y a une autre discipline qui va être très très importante à la Renaissance, c'est l'astrologie. Vous voyez, on ne fait rien, encore une fois, vous voyez, ce monde magique et en même temps médecine, et ces disciplines qui sont associées, on ne fait rien par exemple, on ne sort pas, on ne prend pas de décision sans avoir d'abord vérifié où se trouve positionné son signe astrologique par rapport aux étoiles. Ça, c'est très très important. Je pense que dans tous les traités, dans tous les écrits, on trouve cette référence tout de suite, de voir donc de quelle manière notre thème astrologique est placé. Est-ce que ça va être bénéfique ou au contraire maléfique? Ça, c'est quelque chose de très très important à la Renaissance. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des élèves qui travaillent aussi sur un plafond où on a tout un ciel astrologique et souvent les décors de palais, on avait aussi des ciels représentés et qui généralement identifiaient à un moment donné ou une personne en particulier. Alors, la circulation des savoirs, la circulation des savoirs et les voyages des peintres, ça c'est quelque chose de très important. Il y en a certainement parmi vous qui travaillent sur le retable Portinari, donc qui est d'Hugo van der Goes. Donc là aussi, eh bien, on sait qu'à partir donc, du 15 et 16e siècle, on va d'abord avoir une circulation importante des marchands, notamment entre la France, l'Italie et les Flandres. Et ces marchands, très souvent, eh bien, ils vont commander des œuvres d'art aux artistes aussi, du pays où ils sont, les hôtes. Ou alors, on a des artistes également qui vont se déplacer, comme je vous le disais tout à l'heure, Dürer. Alors Dürer, il est assez étonnant, cet artiste allemand, puisque, vous savez, à cette époque, on ne fait pas de peinture que l'on dit sur le vif. Vous savez, on peint principalement en atelier. Pourquoi on peint en atelier? Eh bien, parce que, imaginez, on n'avait pas la possibilité de déplacer ces pigments. La préparation des pigments et de la peinture, c'était très long. Donc, on peignait uniquement en atelier. Et là, on va avoir Dürer, on peut dire qu'on a les premières vues de paysages prises sur le vif, c'est-à-dire peints en quelque sorte devant le paysage. Ça va arriver seulement, enfin très tardivement, mais on peut associer les impressionnistes à cette manière de peindre. Mais on a ici Dürer qui nous fait tout un ensemble d'aquarelles sur les vues, notamment de Trente, une ville en Italie. Il va représenter plusieurs châteaux par où il va passer. Il va faire donc 2 voyages en Italie, il va s'attarder à Venise et il va, là je vous l'ai dit, il va tenir une correspondance assez importante avec un de ses amis et il va souligner le statut très différent du peintre en Italie par rapport donc au peintre en Allemagne. Alors ça c'est quelque chose aussi de très intéressant et important aussi à comprendre pour nous. La Renaissance c'est ça, c'est aussi un changement de statut pour les artistes. Donc dans quel sens? Au Moyen-Âge, les artistes sont surtout considérés comme des artisans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va valoriser? On va valoriser la dextérité.
hein, la pratique, la main. Hein. À la Renaissance et avec Alberti, ça change complètement. Ce qu'ils veulent, les artistes, c'est voilà, qu'on les prenne en considération pour leurs idées, pour le concetto, hein, le terme en italien. Hein. Et il y a le terme de dessin en italien. Vous le connaissez, ce terme? C'est disegno, voilà. Hein. Et le disegno, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a deux sens en italien. Ça veut dire en même temps le dessin, le tracé, le trait, mais le disegno, c'est aussi le dessin avec deux S. Nous, on l'écrit avec deux S en français. C'est quoi le dessin avec deux S en français? Oui. Oui, le projet, absolument l'idée, hein, le concept. Donc, vous voyez cette notion de disegno, et ça va être très, très important pour, justement, les peintres italiens. Ils veulent faire en sorte que leur art, et ça va fonctionner, puisqu'au XVIe siècle, eh bien, les artistes seront... Vous voyez, Michel-Ange, si on prend Michel-Ange, hein, a été considéré donc comme un génie, véritablement. Hein. Donc, on peut dire que ce passage, il est fait au XVIe siècle. Hein. Les artistes ont changé de statut et ne sont plus considérés comme de simples artisans. Et au contraire, hein, il y a des mécènes qui vont leur ouvrir entièrement hein, leur palais et leur cours. Hein. Donc ça, c'est un changement aussi très important. Donc, vous voyez, une modification du savoir et de la position des artistes. Hein. Alors, je termine, parce que je pense que le temps avance, avec donc l'artiste dont j'aimerais vous parler. Vous savez, il y a eu des femmes peintres à la Renaissance. Hein. Ça, dire qu'il n'y a pas eu de femmes peintres, c'est faux, absolument. Hein. Sauf qu'on peut dire qu'il y a une histoire de l'art qui n'a pas été faite pendant très longtemps. Mais on a un certain nombre de femmes artistes, hein, et on a notamment des Vénitiennes. Alors très souvent les femmes peintres, eh bien c'est soit comme ici dans le cas de Sophonisba, parce qu'elle avait un père humaniste qui voulait que tous ses enfants hein, aient une ouverture par la culture, par le domaine des arts. Donc garçons et filles, eh bien il les fait hein, étudier. C'est le cas de Sophonisba. Ou alors les autres filles, les autres femmes peintres, souvent étaient des filles de peintres. Hein. On a notamment la fille du Tintoret, hein, qu'on surnomme la Tintoretta, hein, qui, elle aussi, donc, va être élevée dans un atelier d'artiste. Alors, Sophonisba, ici c'est un autoportrait que je vous montre. Hein. Donc, elle s'est représentée, elle a fait plusieurs autoportraits, Sophonisba, et elle se représente devant un sujet très particulier qui a beaucoup de sens pour les artistes hein, et pour les peintres. Parce qu'il y avait, si vous voulez, une croyance, comme quoi, vous voyez, on fait toujours des liens plus ou moins à la religion, hein, avec le monde chrétien, et on considérait donc que le peintre, le premier peintre, ça avait été un saint. Vous le connaissez? Oui. Pardon? Non, mais on va dire un personnage sacré. Hein, donc, en fait, c'est un évangéliste, c'est Saint Luc. Saint Luc, et très souvent, Saint Luc, il est représenté en peignant toujours le même sujet. C'est en peignant ce sujet, donc c'est-à-dire la Vierge avec le Christ enfant. Hein. Donc elle, vous voyez, elle se représente ici un petit peu à l'égal hein, de son saint patron, puisqu'elle prend en quelque sorte la place de Saint Luc. Alors, allez, encore 5 minutes, s'il vous plaît. Sophonisba, elle va connaître Michel-Ange, elle va tenir une correspondance avec Michel-Ange, et au départ, Michel-Ange, il aimait bien lancer un petit peu des défis hein, aux artistes qu'il côtoyait, hein, de manière générale. Et il va lui demander de dessiner un enfant souriant. Donc elle va lui envoyer le dessin, et il va dire très bien. Oui, c'est vraiment... vous avez une ouverture vers le dessin, puisqu'elle avait très bien réussi à dessiner, mais il lui demande un deuxième dessin. Il lui demande de représenter, hein, au contraire, l'inverse, en quelque sorte, hein, de la joie, mais plutôt la douleur. Hein. Et donc, elle représente son frère, hein, pincé par un écrevisse. Et là aussi, il reçoit le dessin, hein, et Michel-Ange est ébloui aussi par la manière dont elle a réussi hein, à prendre en quelque sorte, hein, voyez, hein, à figer cet instant hein, où l'enfant véritablement est pincé par l'écrevisse. Alors voilà un autre tableau de Sophonisba en ruisseau-là, où là elle représente donc sa famille, ce sont ses sœurs, hein, en train de jouer aux échecs. Alors, donc,
Sophonisba, comme je vous disais, Sophonisba, elle va être appelée à la cour d'Espagne. Elle va passer près de 30 ans. Hein, donc aussi, vous voyez, encore une circulation du savoir. Ensuite, elle partira en Sicile. Elle va être attachée à la reine d'Espagne, Élisabeth de Valois, hein, et elle va réaliser des grands portraits d'apparat hein, de toute la famille royale, hein, comme ça se faisait à cette époque. Hein. Et donc, vous voyez, elle, on peut dire que c'est une autodidacte, hein, parce que au départ, elle a commencé hein, sa pratique par elle-même, mais son père, ensuite, va l'envoyer hein, près d'un grand peintre, hein, Bernardino Campi. Donc, elle va avoir une vraie formation aussi d'artiste. Alors voilà pour donc la transmission des savoirs, les différents savoirs. Bonjour madame, vous avez dit les artistes, ils voulaient être considérés plus comme des simples artisans. Oui. Ils ont été accueillis par des mécènes. Est-ce que c'est le cas de Alberti lors de sa construction du Palais Rucellai, qui est avec Giovanni Rucellai? Ah oui, absolument. Hein. Alberti, dès les débuts de son travail en architecture, va être considéré hein, comme un grand architecte. Donc oui, et il va travailler à plusieurs reprises pour les Rucellai. Et quand il travaille pour les Rucellai, il a déjà quand même réalisé un certain nombre de bâtiments très importants. Donc il est considéré. Surtout Rucellai, si vous voulez, aimait s'entourer hein, d'artistes. Donc c'est pas seulement le fait hein, qu'il le recevait juste pour se rencontrer par rapport à la construction du palais, mais on sait que Rucellai avait un cercle aussi hein, d'amis et d'humanistes, et certainement hein, qu'Alberti faisait partie de ce cercle-là, tout à fait. D'abord, nous allons remercier Madame Lacombe. Merci.